ENA France, que nous remercions pour des années de soutien et de collaboration avec l'Institut des finances Basel-Fleyhan. Aujourd'hui, nous avons parmi nous l'experte, Madame Nathalie Maroun-Taro, qui nous rejoint de Paris. Nathalie est docteure en sciences de l'information et de la communication. Elle est enseignante et formatrice à l'ENA, directrice du développement de l'Observatoire international des crises et directrice associée de Heidrich, un cabinet international spécialisé dans la gestion des enjeux sensibles et des crises. Et en plus, elle est libano-française. Merci Nathalie d'être là parmi nous aujourd'hui et pour tout le temps que tu as consacré pour préparer ce webinaire. Le webinaire aujourd'hui met l'accent sur plusieurs réflexions autour de la crise actuelle et de la période post-crise. Au fait, depuis l'explosion du 4 août, notre pays est profondément touché par une crise multidimensionnelle, si je peux dire. Donc, en plus de la catastrophe ou bien de la crise économique, la catastrophe du port a encore accentué la crise financière, la crise politique, la crise sociale et la crise institutionnelle. Donc, pour cela, on a eu recours, ou bien on a un recours à une technique, ou bien à des techniques de gestion de crise où il y a eu plusieurs acteurs nationaux et internationaux qui vont intervenir sur des principes d'intervention politique, civile, sociale ou autre. Et d'un autre côté, on crie haut et fort que l'État libanais est défaillant et que ses institutions sont fragiles, incompétentes ou même inopérantes. Donc, on est là à se poser toutes ces questions. Comme on dit en arabe, vraiment, ce ne sont pas les plus beaux jours pour nous et pour notre pays. On se demande comment on peut faire face à cette crise multidimensionnelle. Comment peut-on reconstruire notre Beyrouth? Comment faire face aux peurs des Libanais et des Libanaises? Vraiment des crises, des questions durant une crise et des questions, si je peux dire, presque existentielles. Donc, tout le monde est là à penser que faire, quoi faire, rester, partir, reconstruire, avoir de l'espoir, oui, non. Vraiment beaucoup de questions qui se posent autour de nous. Donc, avant de commencer et de donner la parole à Nathalie, je m'adresse à vous, auditeurs et auditrices, pour voir un peu, pour savoir quelles sont vos attentes de ce webinaire. Et comme donc, dans toute réunion virtuelle, on vous demande d'écrire vos questions sur le chat et d'intervenir en faisant signe de la main. Donc, je vous laisse la parole. Quelles sont vos attentes de ce webinaire? Juste pour qu'on soit un peu, qu'on réponde à cette question et qu'on soit pas, pour que personne ne soit déçu de ce temps qu'on consacre ensemble cette matinée-là. Je vous remercie. Donc, Jinan a dit qu'elle s'attendait à discuter de la préservation de la mémoire. Donc, pour Jinan, les attentes de ce webinaire, c'est de préserver la mémoire de Beyrouth, du Liban. Oui, on a peur, après tout ce qui s'est passé, de retourner à la normale et de normaliser la défaillance, comme on dit. Jinan aussi, c'est Jinan. Bon, merci Jinan. Donc, elle s'attend à avoir des réponses en ce qui concerne la justice, comment vaincre la peur des Libanais. Donc, si on peut répondre à cette question dans ce webinaire. Samir Naïmi a dit que c'est de préserver l'homme avant tout. Et
Graziella. Excuse-moi, Graziella. Oui, c'est moi. Graziella, tu peux nous dire… oui, je peux très bien. Bonjour à tout le monde. Donc, oralement… il manque un S à institution déjà. Hein. On est trop centré sur soi-même en ce moment. Il y a un SA, c'est un oubli, c'est une erreur. Donc, vraiment, je m'attends vraiment à ce qu'on arrive à mettre des objectifs, à avoir une vision assez claire de ce qu'on pourrait faire via les institutions publiques. Franchement, parce que j'y crois. Et j'y crois beaucoup. Je peux encore dire ou c'est bon? Si, c'est bon. Parce que non, je voudrais rajouter quelque chose parce que souvent, quand on parle de corruption et vraiment de la fragilité des institutions publiques, on a tendance à en parler beaucoup. Et même nous, hein, quand on est vraiment frustré de ce qui se passe autour de nous, donc quelquefois, on sent qu'on est en train de participer à ce complot contre l'État. Et c'est vraiment ce qui me fait peur. Et là, je sens qu'il faut vraiment faire tout à fait l'inverse. Mais tout en travaillant avec le privé, quoi. Les PPP dont on parle depuis si longtemps. Merci. Merci, Graziella. Donc, Bassima, j'arrive pas à voir son chat. Bassima, vous voulez dire vos attentes, vous les avez écrites, mais pour que je règle mon problème de vision des messages, si ça ne vous dérange pas. Je peux te soutenir, Lina, pour Bassima. Et s'il te plaît, vas-y. Voilà, pour Bassima, c'est surtout quel coût et quel financement, la meilleure méthode pour la préservation de la mémoire et les agents concernés pour ça. Qui sont les parties concernées pour ça? Donc, voilà, c'est une question de coût, de financement, de méthodologie, de préservation. Voilà, c'est les questions de Bassima. Le financement, la meilleure méthode pour la préservation de la mémoire. Merci Gina, je m'excuse, hein, j'ai perdu le micro. Oui, pour moi, c'est d'où on va chercher le coût pour la reconstruction si on ne va pas compter sur l'État. Où sont les sources de financement autres que le gouvernement et comment c'est la meilleure méthode pour préserver la mémoire. Qui sont les agents concernés pour faire ça? Merci d'avance. Très bien, merci Bassima. Samir a dit que c'est donc préserver l'homme avant, car tous les Libanais se préparent pour quitter le Liban, même vers l'inconnu. Donc, il y a un découragement, il y a un désespoir pour les Libanais. Bon, donc, je vois que vos attentes, il y a des attentes auxquelles on va répondre et d'autres pas vraiment. Je vais juste rapidement donc clarifier que ce webinaire, le but de ce webinaire, c'est d'avoir un peu une vue d'ensemble, de parler sur les principes scientifiques, si je peux dire, des gestions de crise et voir si on peut les appliquer sur le contexte libanais. Donc, je reviens vers vous, Nathalie. Vous m'aviez dit que pour vraiment faire une bonne gestion de crise, il faut avant tout faire un bon diagnostic afin de trouver les bonnes solutions. Parce qu'on ne peut pas trouver les bonnes réponses si on pose les mauvaises questions. Et vous avez dit aussi que les principes de la gestion de crise de Beyrouth ne sont pas encore inventés. Si on peut parler tout d'abord de cette crise, comment on peut la définir et comment on peut la décrire et est-ce que c'est un cycle vicieux dans lequel nous, les Libanais, vivons depuis quelques années? Bonjour à tous, voilà, merci de m'accueillir.
j'ai beaucoup d'émotions à prendre la parole aujourd'hui et ça reste un très grand honneur pour moi voilà, de participer à cette réflexion. Alors, pour commencer peut-être par mettre un peu d'ordre, si on peut, en fait, il y a un vers de Cocteau que je cite souvent dans mes formations et même en intervention. Il dit, puisque ce désordre nous dépasse, feignons d'en être l'organisateur. Donc, essayons de mettre un tout petit peu d'ordre dans la situation qui nous entoure, parce que par définition, une crise, elle porte en elle de l'incertitude sur son évolution, sur ses impacts, comment les choses peuvent tourner. Elle porte également du désordre par rapport à sa complexité. Si c'était simple, je pense qu'on ne serait pas là. Et donc, effectivement, il faut accepter cette notion de dépassement pour pouvoir mettre de l'ordre dedans. Alors, Lina, tu fais référence effectivement à une phrase à un moment, que j'ai écrite, parce que, comme beaucoup, face à l'explosion qui a eu lieu, on s'est dit, il y a une forme comment dire, il y a des questions qu'on se pose dans la crise. On dit qu'il y a un facteur qui est très important, qui est celui de la sidération, c'est-à-dire celui de se dire, mais c'est pas possible, ça ne peut pas être en train d'arriver, ça ne peut pas se produire, ça ne peut pas se produire de la sorte. Alors, je ne vais pas vous cacher, ça ne va pas me rajeunir, mais ce n'est pas très grave, ça va faire pas loin un peu moins de 15 ans que je fais ce métier. Et l'effet de sidération, j'en parle depuis des années, mais là, c'est la première fois que je l'ai véritablement ressenti. Ce que cette sidération implique, c'est une forme d'inertie. On ne peut plus bouger, on ne sait plus comment bouger, on ne sait plus quoi faire. Et c'est donc face à ça que j'ai essayé de mettre un peu d'ordre en rédigeant un premier article, une première méthodologie qui vaut ce qu'elle vaut, parce que depuis, on n'est plus sur la phase de secours, on est déjà, il s'intitule Building Back Beirut Better, mais il partait beaucoup sur les moyens, je dirais, d'urgence et les mesures conservatoires. Et effectivement, on se dit que les outils, les principes pour gérer cette crise, je pense qu'une bonne partie n'est pas encore inventée. Et bon, si on prend la chose comme un simple exercice intellectuel, on va se dire c'est un beau défi, c'est un beau challenge. Quand on sait que, c'est pour ça que je remercie Monsieur Samir Name, quand on sait que dans tout ça, il y a des hommes et des femmes et des enfants aussi, le défi, il est encore plus complexe parce qu'il y a cette émotion, il y a cette sidération qui reprend sa place. Alors, j'ai tendance à être bavarde, hein, donc à un moment, il faut aussi peut-être m'aider à canaliser. Du coup, je reviens à cette notion de diagnostic qui est effectivement nécessaire. Parce qu'aujourd'hui, c'est une des premières étapes de la gestion de crise qui est déjà d'essayer de définir qu'est-ce qui s'est passé, d'essayer de qualifier la situation. Et donc, par conséquent, à partir de là, de poser un diagnostic pour pouvoir apporter, comme tu le disais, Lina, la réponse adéquate. Or, aujourd'hui, je pense que si on fait un tour de table, je ne sais pas si on arrivera à se mettre d'accord sur une seule qualification. Je parle de ce qui s'est produit le 4 août, parce que est-ce que c'est un accident industriel ? Certainement, il en porte les formes. Dès les premières images, on voyait des scènes qui ressemblent à quelque chose qu'une ville en France a connu, que vous connaissez sans doute. On appelle la catastrophe d'AZF à Toulouse, exactement, ou d'autres accidents industriels par ailleurs. Mais est-ce que c'est simplement ça ? Est-ce qu'en se disant c'est une catastrophe industrielle, on n'est pas en train de réduire le prisme de vue et par conséquent les possibilités de réagir? Est-ce que c'est de
de l'incompétence? Est-ce que c'est une crise qui est en fait juste le reflet d'une incompétence? Je ne sais pas. Vous voyez, en fait, le diagnostic, c'est avant tout poser les bonnes questions en fonction des symptômes voilà, pour à un moment prioriser. Parce que c'est un peu comme la question de la corruption, je pense que c'est Graziella qui en parlait. La corruption, c'est un grand terme, la crise aussi, la catastrophe aussi. Donc, à un moment, c'est le principe de la complexité. Hein. Et si on veut essayer de gérer le complexe, d'appréhender le complexe, en fait, on se dit il faut arriver à le décortiquer, à faire des listes de ce qu'il constitue pour ne pas le simplifier. Parce que vous savez, dans la simplification, on exclut des choses et ce n'est pas l'objectif. Donc, je ne sais pas si en 2-3 minutes, on peut, si quelqu'un souhaite réagir, on va dire comment vous décrivez cet événement. Et c'est déjà la base, en fait, pour arriver à gérer, pour arriver à poser ce diagnostic, de se dire que s'est-il produit? Pour vous, que s'est-il produit? Oui, on doit lever la main pour prendre la parole. On lève la main pour prendre la parole? Ben là, c'est fait, donc vas-y. D'accord. Oui, désolée. Donc là, pour moi, ce qu'on est en train de vivre, là, c'est ce qui s'est passé, c'est une conséquence, ça c'est sûr. Hein. Donc, une conséquence de ce qui n'allait pas bien sûr. Comme vous avez dit, est-ce que c'est une incompétence? Ça c'est sûr. Il y a quelque part une incompétence et il faut vraiment prendre de la distance pour voir ça réellement, pour pouvoir le décrire. Sans renier ses émotions, parce que vous avez dit là tout à l'heure, vous étiez ému, nous sommes tous émus. Là, à chaque fois qu'on est au travail, on n'arrive pas à travailler comme il faut parce qu'on n'est pas bien, quoi. On n'est toujours pas bien. Donc, il y a vraiment le côté psychologique et psychique dont il faut tenir compte, ça c'est sûr, et qu'il faut bien décrire. Il faut essayer de s'exprimer. Il faut aussi trouver une solution à ça. Mais il y a sûrement de l'incompétence, mais il faut dire qu'il y a de la corruption. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit de la corruption sans vouloir me faire taire. Il faut le dire, mais je ne sais pas comment le dire pour pouvoir le dire avec des solutions, quoi. C'est ne pas le dire comme ça pour que les gens évitent de travailler avec le secteur public. Non, au contraire, je dis la chose telle qu'elle est pour y trouver des solutions, pour essayer de surmonter ce problème qui nous a menés là où il nous a menés. Donc il y a ça, mais il y a tous les dégâts qui ont suivi. Donc on a tout ce qui est physique, mais le physique, quoi, c'est les dégâts qui ont été faits, mais en même temps, il y a tout ce qui est institutionnel, tout ce qui est structurel, en même temps. Donc, il y a plein de défis, hein, et en même temps, tout ce qui est psychologique. Désolée, j'ai trop tardé. Non, c'est très intéressant, effectivement, parce que ce que tu soulignes, je me permets de tutoyer. Ah oui, parce qu'en arabe, on ne vous voit pas, c'est compliqué dans ma tête. Oui. Ce que tu soulignes là, c'est effectivement, je le dis à ma façon, hein, parce que moi, mon objectif, comme je l'ai dit, c'est de mettre un peu d'ordre. C'est que dans une crise, il y a plusieurs temporalités. Et on est en train de parler de l'après-crise, de la reconstruction, alors même que, l'impression que ça me donne, alors même que certains impacts majeurs de la crise ne sont pas encore gérés et résolus. Du coup, je reviens à cette notion de poser le diagnostic, de prioriser, pour voir comment y répondre. Il me semble qu'il y avait une main levée. Oui, c'est Samir. Samir, tu es là? Samir, il faut faire un mute. Samir, tu nous entends? Non. Bon,
Samir, c'est pas grave, on reviendra vers toi plus tard. Donc, oui, quelqu'un voudrait rajouter quelque chose à la question de Nathalie? Donc, où on en est, qu'est-ce qui s'est passé, tout simplement, pour vous? Je sais que c'est compliqué de mettre des mots sur ce type de réflexion. Ce n'est pas très évident. Bien sûr, on peut le faire en arabe si besoin, et ça, il n'y a aucun souci. Si c'est plus simple pour quelqu'un de partager en arabe, bien sûr, il n'y a aucun souci. وقت كله بيفهم عربي يعني مش يمكن juste monsieur Tarot, Didier Tarot, on va lui traduire. Oui. إذا حدا بيحب يعمل intervention بالعربي كمان ما في مشكل. Durant كل الويبينار. Durant tout le webinaire, vous pouvez faire des interventions en arabe. Ok. J'avance un petit peu sur cette définition de la crise pour dire que, par définition, une crise, c'est un moment d'incertitude, que l'événement majeur qui l'a causé avec les dégâts, comme Graziella ajoute, multidimensionnels, sont les premiers effets qu'on voit. Qu'il est important de poser ce premier diagnostic parce que on parlait de mémoire, il est important d'arriver à mettre en mots une forme de chronologie, à définir qu'est-ce qui s'est passé, à construire un récit commun. Cela étant dit, tout ça, en fait, nous fait dire que cette crise, elle est très complexe à décrire et qu'il faut prendre ce temps-là de la décrire avant de passer sans doute à une phase de reconstruction. Quand je parle de reconstruction, bien entendu, on ne va pas parler de la reconstruction de l'infrastructure, par exemple routière ou des réseaux vitaux, électricité, eau, etc., qui sont des mesures conservatoires, mais reconstruire, c'est-à-dire repartir in fine du bon pied. J'aimerais peut-être juste finir cette question sur la dernière partie qui était la notion de cercle ou de cycle vicieux. Alors effectivement, le cycle d'une crise n'est jamais linéaire et on dit qu'avant la crise vient une forme d'accumulation de fragilité, plus l'ignorance de ces fragilités. Si tout système est amené à subir une forme de fragilité et puis soit on les arrange, soit on laisse faire. Alors on laisse faire pour plusieurs raisons, on ne va pas revenir dessus. Et c'est cette accumulation-là qui fait qu'à un moment la crise survient. Et tout le principe du Building Back Better, c'est d'arriver à casser ce cycle, à se dire en fait que si on revient à ce qu'on appelait la normale d'avant, en fait, on est en train de revenir à la situation qui a donné lieu à la crise. Et que tout l'enjeu, je pense, c'est de se dire que cette phase de reconstruction, elle participe de la résilience pour justement casser ce cycle-là. Peut-être juste un dernier point, et je reviens à cette notion de complexité, c'est que cette crise, en tout cas vue de l'extérieur, si vous voulez, elle a un peu contingenté, elle a un peu mis de côté une autre crise sur laquelle j'ai eu une fois de plus l'honneur d'intervenir en février, qui est celle plutôt économique et financière, et avec la dévaluation de la livre libanaise, des conditions de vie qui commencent à être de plus en plus compliquées, un système bancaire qui est mis à l'épreuve, etc. Et il y a un adage, en fait, c'est un peu comme les trains, on dit une crise chasse une autre. Et effectivement, l'explosion par cette sidération, par l'émotion, par l'urgence de la situation, parce qu'on ne va pas redire le nombre de blessés, de personnes décédées, disparues, des conséquences matérielles et humaines, a pris un peu, comment dire, elle a mis on hold, si vous voulez, la crise plus multidimensionnelle dans laquelle elle est née et à laquelle il faut aussi arriver qu'il faut arriver à prendre en compte dans ce fameux diagnostic de départ.
Très bien. Je vous avais prévenu que j'étais bavarde. Non, merci beaucoup. Donc, est-ce que quelqu'un aimerait ajouter quelque chose pour cette définition de crise, un peu du concept de Building Beirut Back Better, avant de passer à autre chose? Non, merci. Donc, Nathalie, donc avec cette complexité, cette multidimension de ce qui s'est passé, comment on peut faire face à la peur des Libanais et Libanaises, cette peur qui est si forte, si présente dans notre quotidien? Je veux dire, on peut, si quelqu'un, donc si on entend une simple porte claquer, on pense que c'est une autre explosion. Et vraiment, on vit dans une peur, dans une incertitude qui est très grande. Oui. Alors, je pense qu'il faut, je dois peut-être préciser que je ne suis pas psychologue, que voilà, j'ai une approche sociologique, socio-économique, mais pas du tout en psychologie. Donc, je n'ose pas aller sur ces concepts-là, mais je sais qu'en gestion de crise, par exemple, on essaie de distinguer entre la peur et la panique, entre la peur et voilà, l'extrême peur. Parce que la peur, en fait, elle est constitutive en fait de l'esprit humain. C'est ce qui permet d'avancer, c'est ce qui se permet de prendre en compte le risque, le facteur risque qui existe par exemple. Si aujourd'hui, quand on monte dans nos voitures, on met la ceinture, c'est évidemment pour pas, je sais pas s'il y a encore des ordres sur les ceintures, au début c'était ça, mais c'est aussi... C'est une crise qui cherche une autre, donc là Oui. on a oublié ça. Mais bon, je passe les bons messages aussi. Donc, c'est parce qu'on se dit que c'est une façon de se protéger, c'est parce qu'on a peur d'avoir un accident de la route. Tout bêtement, la peur, c'est ce qui fait qu'à un moment, je ne sais pas si, moi, c'est quelque chose que je trouve fascinant dans l'évolution d'un enfant, c'est le moment où il arrête de se pencher la tête la première pour descendre, par exemple, d'un canapé, et il commence à se retourner. C'est qu'il a pris conscience de cette peur, de ce risque. Donc, la peur, pour moi, elle est constitutive et elle doit être là. Aujourd'hui, la peur, c'est ce qui fait qu'on a des citoyens qui sont exigeants. C'est parce qu'ils ont peur. C'est parce que, en fait, on a peur de quoi? On a peur de manquer, de choses qui est sans doute un peu le cas aujourd'hui. On a peur que les choses se reproduisent. J'ai parlé du claquement, de chaque claquement de porte qui remet les choses en place. Là, peut-être, faut faire attention, une fois de plus, sans doute, de bien diagnostiquer les choses et de ne pas confondre cette peur qui est motrice avec une autre forme de peur qui, elle, est aliénante, qui, elle, nous empêche d'avancer, qui, elle, fait que, effectivement, même quand on s'approche des 40 ans, je parle de ma pomme, on continue d'avoir peur des feux d'artifice, ce qui est quelque chose d'irrationnel, mais c'est parce que j'ai grandi avec le bruit de l'explosion qui signifie autre chose qu'un feu d'artifice. Vous voyez? Donc, il y a des peurs aujourd'hui qui sont légitimes, avec lesquelles qu'il faut prendre en compte, notamment en fait, dans ce Building Back Better, il y a un aspect qui compte dans la reconstruction. C'est un principe en fait des Nations Unies qu'ils appellent ça la human security, la sécurité humaine, dans lequel ils disent que en fait il y a un État théoriquement ou des ONG quand l'État est défaillant qui sont là pour prendre en compte, pour assurer ce facteur de sécurité. Et ce qui est intéressant dans la définition que l'ONU propose, c'est qu'il y a la sécurité physique, c'est-à-dire ne pas avoir peur que des vitres vous tombent dessus, mais également de s'assurer concernant le besoin. Et je pense qu'aujourd'hui, ces deux peurs se confondent, ce qui fait que cette notion de sécurité, elle est très absente. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous peut me dire que vous vous sentez en sécurité. Et c'est une vraie question, parce qu'en fait, je pense que la réponse, ce n'est pas de faire comme si
savez, comme on dit parfois, surtout aux garçons d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on ne dit pas aux filles, qu'il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas… Voilà, en fait, l'idée, ce n'est pas de refouler cette peur-là, ni de faire comme si de rien n'était, revenir au business as usual, mais prendre cette peur comme motrice pour définir les besoins de demain. Et en ça, je pense que les citoyens sont, si on prête un peu l'oreille, que ce soit dans les médias, sur les réseaux sociaux, etc., il est possible, je dirais, de définir quels sont les facteurs qui suscitent cette peur, au-delà voyez, du stress post-traumatique lui-même qui est lié à des événements semblables. Mais je pense que cette peur aujourd'hui, elle est légitime et il est légitime d'exiger des réponses là-dessus. Très bien. Avant de passer à autre chose, il y avait Samir et Sabine qui voulaient prendre la parole. Donc Samir, on commence par toi. Oui. Bonjour les amis. Bonjour, alors, oui, c'est bon? Oui. Bonjour. Moi, j'appartiens à une génération qui a vécu toute la guerre libanaise. En 1975, j'avais 15 ans. Alors maintenant, j'ai 60 ans. On est passé de cette génération qui est restée au Liban. On n'a pas voyagé, on n'a pas prendre une autre vie ailleurs. Alors, on a vécu tout ce qui s'est passé au Liban. Alors, je suis une génération qui connaît tous les genres d'obus, tous les genres de peur, comme on dit. Alors, la peur a vécu avec nous, a grandi avec nous. Alors, ce qui s'est passé le 4 août, c'était le comble. C'était le comble. Pourquoi le comble? Car on était, comme vous avez dit, Madame Nathalie, le building Beirut Back Better, on était dans une situation, avant l'explosion, avant ce cataclysme, avant on était dans une peur. On avait la peur. Oui. On avait une peur de comment vivre, comment passer notre vie ici, alors que mes enfants, l'un après l'autre, ils quittent le Liban pour l'Europe, pour le Canada, alors que moi, je n'ai pas osé de penser dans le temps, car on m'a dit, mon fils aîné m'a posé la question, pourquoi papa tu n'as pas quitté? Alors je lui dis un dicton anglais, take it or leave it. I took it. It's your choice now. C'est votre choix. He left. He left. He passed to. Sorry. Il a passé en Barcelone. Il a repris ses études. Il est ingénieur civil. Il a fait une autre spécialisation. Alors maintenant, il quitte. Le second quitte et la troisième va quitter dans 2 ans. Alors, la peur, ce n'est pas la peur de l'explosion. Ce que j'entends chaque soir, ce que j'entends, le son de l'explosion, alors moi j'étais à Sassine, j'étais dans un bureau à Sassine, alors j'ai vu tous les vitres cassées et j'ai vu l'explosion qui venait vers moi. Alors la peur corporelle ou la peur morale a quitté. Il y a la peur du futur. C'est très important de voir comment la douleur de la peur du futur. Peur de quoi? Peur beaucoup de choses. On va essayer, Samir, permets-moi de t'interrompre, s'il te plaît, parce que je sais que la peur est vraiment très grande et on peut en parler en long et en large. Oui, est-ce que tu as une question? Oui, permettez-moi de dire aussi quelque chose par rapport à la corruption ou à l'incompétence. L'incompétence avec un grand I de tout l'État libanais. Non, il n'y a pas une incompétence. L'incompétence, c'est dans les décisions politiques. Nous, comme fonctionnaires, on n'a pas d'incompétence. C'est ça que je veux dire. Alors, il faut viser bien sur l'incompétence aussi. Merci.
Exactement. Oui. Donc là, ça me permet de passer, merci Samy, merci beaucoup, de passer un peu, donc de laisser les émotions de côté et de parler un peu, d'essayer de parler des solutions. Mais avant, Sabine, tu voulais intervenir, donc c'était, là on parle émotion aussi, ou tu avais une question? Non, j'ai une question. Bonjour. Bonjour. Sabine. Non, en fait, j'ai une question qui fait en fait, oui, la transition avec ce que tu viens de dire, Lynn. Alors, donc, Nathalie disait qu'une crise en chasse une autre. Moi, la question que j'avais, c'est comment on peut utiliser ce concept de Building Back Better pour en fait essayer d'apporter des réponses à cette multitude de crises par lesquelles passe le Liban, qui à un moment se rejoignent dans certains de leurs aspects, mais pas entièrement, parce que c'est une multitude de crises qui s'accumulent, donc les unes aux autres. Donc d'abord, est-ce qu'on peut utiliser ce principe donc, pour apporter une réponse à l'ensemble de ces crises? Est-ce que la réponse, elle doit être pensée de manière globale, ce que maintenant on appelle un peu les whole of government et les whole of nation approach, ou bien est-ce que c'est mieux de compartimentaliser les réponses, d'y aller petit à petit, parce que c'est vraiment, le chantier est vraiment immense. Donc voilà. Et aussi surtout, comment redonner confiance aux citoyens qu'en fait, ce dont ils ont besoin, c'est exactement l'État et que c'est la défaillance de l'État qui a mené à ça. Et que, comme le disait Samir, il y a des gens qui sont très compétents. Donc, comment faire la différence entre l'État, les institutions et la mainmise des partis politiques sur cet État et qu'ils ont complètement donc, asservi d'une manière. Alors, peut-être c'est plusieurs questions que oui, ça c'est discutera, mais c'est un peu l'idée, quoi. C'est un peu l'idée. Je sais qu'il y a tout le webinaire pour y répondre, mais voilà. Merci, voilà, merci beaucoup. Oui, merci Sabine. C'est effectivement beaucoup de questions en une seule, mais qui décrivent aussi finalement cette méthodologie d'approche. On va se dire, on est face à un problème, est-ce qu'il est possible d'y apporter, je dis bien des et pas une solution? Parce que, comme vous le décrivez, il y a plusieurs causes pour ça, il y a également plusieurs impacts. Je reviens à cette notion de complexité. Je pense qu'il ne faut pas essayer de simplifier à tort, c'est-à-dire que c'est un des principes de la gestion de crise, j'essaie de l'expliquer et peut-être même de voir si on peut l'appliquer ensemble, qui est celle de se dire que ma crise, elle est due à plusieurs facteurs. Et reconstruire en mieux, c'est prendre en compte ces facteurs-là, qui sont des facteurs de vulnérabilité, peut-être organisationnels, certainement politiques, sans doute financières et économiques, sociales, etc., etc. Naturel, hein, on parle aussi de risques naturels, etc. Et essayer d'y répondre une par une. C'est la même chose finalement. Si on se dit qu'aujourd'hui, notre crise, c'est une crise de corruption. Et en même temps, il n'y a pas une seule réponse. C'est-à-dire qu'on va essayer de répondre à la fois à la notion de compétence, à la notion de corruption, à la notion de volonté, qui est très importante, à la notion de responsabilité. J'espère qu'on aura le temps d'en parler parce que je pense que ça fera une très bonne transition entre les deux webinaires avec voilà, une volonté de parler plutôt du service public au prochain. Les questions qui se posent, c'est effectivement quelle réponse apporter à ces causes et quelle réponse apporter aux impacts. C'est-à-dire que si on se dit, je vais vous donner un exemple très simple. Dans n'importe quelle structure industrielle ou portuaire, il y a quelque chose qui s'appelle une sirène d'alarme, qui fait que quand on est en face d'un risque d'explosion, les sirènes se mettent en place et permettent que la population, les riverains, les personnes autour prennent conscience du risque d'explosion. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, au début, on était sur un incendie. Et personne n'imaginait qu'il pouvait y avoir une explosion. Et donc, d'arriver finalement à se mettre à l'abri. C'est un peu comme c'est le principe d'une alarme, vous me direz. Donc, reconstruire en mieux,
et gérer la phase de reconstruction, c'est aussi se dire, parce que quelqu'un avait parlé à un moment de empowerment, sur une base très simple, comment faire en sorte que chacun des citoyens puisse prendre en compte sa propre sécurité si aujourd'hui on est face à une situation potentiellement similaire. Donc, je pense que, ça n'engage que moi ce que je vais dire. Je pense qu'on a tendance un peu, quand on évoque la notion de crise au Liban, d'utiliser le terme crise avec un grand C. Ce qui est assez confortable, parce que finalement, ce que moi je vais appeler crise, c'est peut-être les crises, c'est peut-être la défaillance politique. Ce qu'un tel va appeler crise, c'est les impacts économiques. Et en fait, comment dire les choses, c'est que je pense que toute approche devra prendre en compte cette multiplicité et prendre le temps finalement de détailler ces points-là pour pouvoir y répondre point par point. On ne répond pas à la corruption par une réponse à la corruption. On va répondre déjà, par exemple, sur les moyens de contrôle, sur les marchés publics. Vous voyez, en fait, pour moi, c'est ça pour moi, si vous voulez, la gestion de crise, si je veux faire simple, elle se résume à deux approches. Une première approche qui est de faire des listes, tout bêtement, de faire en sorte qu'on puisse décrire ce complexe, ce système complexe. Et le deuxième, c'est d'être dans l'anticipation et de se dire, finalement, comment est-ce qu'on peut éviter telle chose, comment on peut répondre à telle chose. Donc, et c'est comme ça qu'on peut répondre à l'incertitude. Alors, c'est peut-être un peu théorique ce que je dis, mais si vous y pensez, à chaque point qui est en train d'être soulevé, on peut le décortiquer en plusieurs points, en une liste de points. Et finalement, c'est beaucoup plus simple de répondre, je pense, à la notion d'impartialité ou de conflit d'intérêts dans les marchés publics, que de se dire on va s'attaquer au problème de la corruption. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va arriver tout bêtement à des objectifs mesurables. Et ce qui est un peu compliqué dans la gestion de crise et dans la reconstruction dans l'absolu, c'est de se dire quels sont mes indicateurs de performance. Aujourd'hui, même sur la reconstruction physique des bâtiments, comment prendre en compte, comment décider de ces indicateurs, comment on sait que la ville a été reconstruite en mieux. Je ne sais pas pour vous, qu'est-ce que c'est Beyrouth en mieux? Moi, j'ai mon idée, mais c'est aussi parce que j'y ai grandi. Pour vous, c'est quoi une Beyrouth en mieux? Je vois des mesures de sécurité. Oui, c'était en réponse à l'alarme, je suppose. Je donne un exemple pour ma part, c'est d'avoir ce qu'on appelle des espaces publics. Ce que je trouve qui manque aujourd'hui dans cette ville, c'est tout bêtement des espaces publics. C'est-à-dire qu'il y a des lieux de rencontre et on les a vus disparaître un peu au fur et à mesure du temps. Donc ça c'est une question. Alors, ça peut sembler simple ou un peu décalé quand vous me dites qu'effectivement, on est face à une crise systémique, je l'entends, je ne suis pas loin de ce diagnostic non plus. Mais je pense que quand on se limite à l'approche globale, il y a ce risque de simplifier au maximum et de prendre, c'est le risque, moi j'appelle ça le risque de l'emblème. Vous savez, emblème, c'est comme le alam, et de faire en sorte qu'un seul facteur concentre tout. On va se limiter à se dire notre crise, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est ça, je pense, la plus grosse difficulté, c'est d'arriver à définir, je reviens à cette notion de diagnostic, quelle est cette crise, sinon on ne va, pour pouvoir justement la décortiquer et y répondre. Bon, je vous demande donc de poser vos questions sur le chat. Et comme ça, on aura en fin de séance donc, des réponses à toutes vos questions afin de parcourir un peu
toute la globalité, je veux dire, ou bien du sujet à laquelle nous avons pensé. Donc, pour revenir un peu à cette reconstruction, on a parlé de reconstruction et comment reconstruire. Est-ce que, ma question, Nathalie, est la suivante. Est-ce qu'on peut reconstruire sans avoir recours aux services publics et comment on peut respecter les spécificités du pays? Donc, on veut mieux reconstruire, mais comment faire? Avec qui travailler? Comment faire? On peut dépasser? Est-ce qu'on peut passer outre les institutions publiques ou pas? Donc, ce sont des questions auxquelles aussi, des questions qu'on se pose. Alors, en fait, une reconstruction ne peut avoir lieu que si elle a pour objectif de renforcer les services publics et les services de l'État. Je pense je ne sais plus qui l'a dit, qu'il y a une confusion aujourd'hui entre l'État dans ses services, dans ses compétences régaliennes et un système politique. Et c'est ça aujourd'hui qui fait que, je reprends avec toute la mesure que je dois, de par voilà, mon devoir de réserve, c'est ce qui, je pense, a amené le président Macron à dire au niveau des financements de l'aide que cela devrait arriver directement aux Libanais. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, en court-circuitant un petit peu les services d'État, parce qu'il y a une forme de confusion finalement entre les services d'État et les institutions et des projets, des programmes, des agendas politiques. Alors, il est clair par conséquent que le service public va être au centre de cette reconstruction. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a plusieurs principes. Le premier, comme tu le disais, comment respecter les spécificités du pays. Alors, il y a un des principes d'intervention dès lors qu'on intervient dans n'importe quel pays. Ce principe, c'est un des premiers. On appelle ça « do no harm », ne pas nuire, le principe de ne pas nuire. Un peu comme Hippocrate s'est fait engager dans son serment les médecins à ne pas nuire, à évaluer en gros le rapport bénéfice-risque au niveau d'un médicament et de ne pas chercher à nuire, à faire du mal en répondant à une problématique. Donc, du coup, si on se dit qu'on veut s'adapter aux spécificités du pays et faire ce no harm, il faut à un moment donné une vision locale, une vision nationale, une vision qui n'est pas celle apportée par le prisme des différentes initiatives, etc. Et c'est pour ça que je pense que la compétence des hauts fonctionnaires est ce qu'il y a au centre. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pendant la crise institutionnelle qu'on a vécue il y a quelques années avec une vacance au niveau notamment du gouvernement, avec, je ne sais plus c'était qui le record du pays resté sans gouvernement. Au même moment, la Belgique vivait une crise politique identique, avec une seule différence, c'est que en Belgique, les fonctionnaires étaient payés, les personnes continuaient à être nommées à leur poste, le service public était assuré. Et donc, finalement, le service public, c'est ce qui tient la vie politique et économique. Donc, je pense qu'effectivement, on ne peut que le mettre au centre de cette reconstruction et qu'il faudra sans doute éviter de retomber dans, je ne sais pas si c'est une erreur ou en tout cas dans ce qui s'est produit à la fin des années 80, début des années 90, c'est-à-dire on a confondu la reconstruction avec la reconstruction physique. On construit des bâtiments et on s'assure que ce soit plutôt joli, plutôt agréable. Et ça, c'est une reconstruction de façade, comme on dit. C'est ce qui est visible. Aujourd'hui, reconstruire le pays, c'est aussi reconstruire l'État.
reconstruire l'État dans ses compétences et dans ses services. Et je pense qu'il n'y a que ça, enfin, je reboucle avec la question précédente, qui est celle de la peur, qui est quand même au centre de tout ça. On est face à un pays qui se vide, ou qui s'est déjà vidé peut-être, ou ça continue. Donc, qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait la réponse à la peur? Ben, c'est la confiance dans les institutions, dans le service public, à apporter des réponses, à être une forme de réponse à une solution. Oui, merci. Rester dans le physique, le paraître, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Moi, c'est ce qui un peu me gênait parfois au Liban, et je comparais ça, mais ça n'engage que moi, à une voiture qui n'a plus de frein, qui fonce vers le ravin. On sait que, comment on dit, haouia, il fonce à l'haouia. Et avec ça, on a le pilote qui se dit « Oh, mais la clim ne fonctionne pas, on a chaud ». On se dit « Mais où sont les priorités ?» Et ça, ces priorités, en fait, elles ne peuvent pas… Regardez, il y a deux façons de construire un État. Soit on a une volonté forte et qui va se décliner dans des services forts, etc. En fait, en France, on compare deux modèles. Il y a le modèle du ministère de l'Intérieur qui est cette pyramide. On a le ministre qui dit ce qu'il veut et après, les fonctionnaires exécutent une forme de politique de sécurité interne, etc. Il y a un autre modèle qui, je pense, ressemble plus à l'Institut qui nous accueille aujourd'hui, qui est le ministère de Bercy, donc de l'économie et des finances, et où en fait ce sont les fonctionnaires qui donnent une vision, parce qu'on ne construit pas une économie à 5 ans, on va la construire à 50 ans, etc., avec des visions, avec des temps beaucoup plus longs qui ne sont pas forcément, concordants avec des temps politiques extrêmement courts, et où finalement ce sont ces hauts fonctionnaires, c'est le service public en gros qui pousse le ministre, en gros le politique, à aller dans ce sens. Alors, je ne dis pas qu'il faut l'un ou l'autre, ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que si la reconstruction ne peut se faire qu'avec des institutions et un service public fort, parce qu'il n'y a que ça qui va permettre de s'assurer qu'on est dans ce principe du do no harm, c'est-à-dire faire en sorte que toute solution appliquée est applicable, elle convient au terrain, elle convient aux besoins, qu'elle répond à cette notion de peur, et qu'on n'est pas en train, une fois de plus, de cacher un peu la misère, ou comme on dit en bonne ménagère, mettre la poussière sous le tapis, n'est-ce pas, pour donner un semblant de tout est propre, etc., et au final, se retrouver dans la même situation quelques années plus tard. Ce qui m'embête dans ce que je dis en réfléchissant, c'est que cette démarche-là, et c'est pour ça que je suis convaincue qu'on n'a pas la méthode encore, mais il faut réfléchir. Ce que je décris là, c'est face à ce qu'on va appeler une crise achevée, un événement où voilà, il s'est passé quelque chose et on va reconstruire après. Il s'est passé un ouragan, il s'est passé un séisme, il s'est passé une guerre civile. Sauf qu'aujourd'hui, ma crainte, c'est que on est encore dans la crise, c'est-à-dire qu'on doit commencer à reconstruire une partie, sachant qu'il y a l'autre partie qui n'est pas encore tout à fait définie, d'ailleurs, ni même pour pas dire résolue. Donc, il y a une seule solution pour se donner du courage et aussi de la méthodologie, qui est de se dire que la réponse à cette petite partie de reconstruction peut être exemplaire, peut être pilote, pour quelque chose de dupliqué à plus grande échelle. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, il faut se dire qu'on va commencer là où on peut, sur la reconstruction des quartiers, sur la préparation des écoles à la rentrée décalée ou à la possibilité de, je ne sais pas moi, de cours à distance, etc., etc., en tout cas, tout ça pour se dire qu'on est dans une forme d'essai. Et je pense qu'il faut accepter aussi que là aussi, je vais refaire de la politique, je ne devrais pas. Mais moi, en situation de crise, je ne crois pas à la figure de l'homme providentiel.
Ça, c'est un peu une approche des bandes dessinées ou de la culture, de la culture populaire américaine. On va voir le Superman, le super-héros qui vient sauver ça. L'approche française à laquelle j'adhère plus facilement, parce que c'est celle qui m'a formée, c'est celle du collectif. C'est l'image des pompiers, par exemple, où on n'a pas une figure, c'est le collectif qui construit. Et je pense tout ça pour dire qu'il faut accepter il faut être tolérant avec soi dans les objectifs posés, parce qu'on peut être d'accord sur le diagnostic qui est alarmant, qui est tout ce que vous voulez. Par contre, il faut être tolérant sur les objectifs à mettre en place, parce que ma grande crainte aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle dans les conduites du changement le faux départ. C'est quoi le faux départ? C'est on a tout ce qu'il faut pour y aller, mais on n'a pas les moyens, on n'a pas la planification, et finalement, on reste à cette notion de volonté. Et aujourd'hui, la grande question est comment transformer cette volonté en véritable action. Bon, donc on ne peut pas passer outre l'État. Nathalie, donc tu penses que de quoi l'État a besoin pour minimiser cette défaillance, pour regagner un peu la confiance de tout le monde? Ok, là aussi, je pense que peut-être ça ne plaira pas à tout le monde, mais je ne fais pas de politique, d'accord? Je parle vraiment de gestion de crise, de reconstruction, de gestion post-crise. Et en fait, il y a un préalable qui est absolument nécessaire, qui est celui de définir la responsabilité et par conséquent d'arriver à cette notion de redevabilité. Aujourd'hui, pourquoi on définit un responsable? Ce n'est pas pour le mettre en prison, ce n'est pas pour le couvrir de tous les maux, c'est parce que en fait, le responsable va incarner le fait que l'événement ou la situation à laquelle on a été confronté ne se reproduira plus. Donc, en fait, on cherche moins un responsable de ce qui s'est passé qu'un responsable de préserver finalement de la suite et de s'assurer que la crise, quelle qu'elle soit, ne va plus se reproduire. Or, aujourd'hui, cette notion de responsabilité, elle est, de mon point de vue, absente. On ne sait pas identifier qui est responsable de la situation dans laquelle le pays se trouve et par conséquent, qui peut être en capacité d'assurer que les choses finalement sont prises en compte. Alors, je vais même plus loin que la notion de responsabilité vers la notion de redevabilité, de accountability. Parce que finalement, la personne qui est redevable, elle est comme le responsable, si vous voulez, responsable du process, de l'approche, et pas que de méthodologie. Mais elle est aussi responsable en cas de défaillance de la mise en œuvre de ce qui est à reconstruire. Et aujourd'hui, la notion d'accountability n'est pas encore présente ni dans l'approche, ni dans la façon de mettre les prochaines étapes. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, si tu veux qu'on aille un peu plus loin. On veut la vérité et tant qu'on ne l'a pas, les choses vont être... Donc, vous pensez que nous sommes capables, Libanais, Libanaises, toute responsabilité confondue, donc de prendre en main cette période post-crise, ou bien il faut que ça soit, genre, on attend la vérité, après on voit ce qui se passe. Et, comment on va s'en sortir, à ton avis? Alors, l'attente de la vérité, elle a quelque chose qui m'embête un peu, qui est celui de l'inertie. C'est un peu comme si en attendant la vérité, ça nous dispense d'avancer. Et c'est ça qui est un peu dommageable, je pense, parce que
parce que voilà, les mesures conservatoires, les plans enfin, tout ce qui est de l'ordre de la réponse est à mettre en place malgré l'incertitude. D'accord? C'est un peu contradictoire finalement, vous me direz ce que je fais, mais c'est le propre de l'incertitude, qui est de se dire, en fait, je distingue entre le responsable tel que, je ne sais pas comment on pourrait le dire en arabe, c'est-à-dire la personne qui va incarner, si vous voulez, toutes les causes de toute la vérité, comme qui est aussi une façon de dire les choses de façon peut-être un peu plus idéologique d'ailleurs. Et le responsable qui est plutôt celui qui va accepter ou qui va être investi de la... Et par responsable, je n'entends pas forcément une personne. On est potentiellement sur une institution ou un groupe qui, à un moment, va prendre le lead pour définir les conditions qui vont empêcher qu'on revienne à l'étape d'avant. Bon, je vois que M. Tabet est connecté et j'en profite du coup. Parce que effectivement, le travail qui a été fait par l'Ordre des architectes, que je pense qu'il faut saluer, qui était à un moment de poser le diagnostic très rapidement. C'est typiquement une forme de réponse à très court terme, parce qu'il s'agit de sécuriser les gens, empêcher qu'un bâtiment s'effondre sur la tête de personnes qui pensent le réhabiliter ou des habitants qui souhaitent, qui ont peur de le quitter. Hein. Parfois, on n'a que ça, surtout on a vu des personnes âgées refuser de quitter leur logement parce que c'est tout ce qui leur reste finalement. Et ça, faut le comprendre. Et à moyen terme, c'est-à-dire s'assurer de la capacité à préserver une forme de patrimoine, une forme de mémoire urbaine, etc. Et donc, voilà, je prends cet exemple, je suis désolée, je lance des fleurs à votre arrivée, M. Tabet, mais c'est pas à vous. C'est pas à vous que je les lance plutôt à cette initiative, que j'ai écrit dessus, c'est pour ça que je me permets. Parce que finalement, c'est ça, là, pour moi, la responsabilité, c'est à un moment se dire, voilà où on souhaite aller. Et une fois de plus, moi, je ne crois pas dans les plans très, très larges, parce que, pourtant j'en ai fait pour des pays, il se trouve que voilà, je suis consultante pour l'OMS, je suis consultante pour la Banque mondiale, donc je sais comment travailler aussi sur des niveaux gouvernementaux, et on sait que quand on prend la pyramide, si la structure n'est pas en phase, en fait, ça fait des belles stratégies et ça reste à ça. Du coup, je reviens à cette notion de responsabilité, donc pour dire que la vérité m'inquiète dans ça. La notion de recherche de la vérité m'inquiète parce qu'entre-temps, on ne bouge pas. Et entre-temps, il y a une forme de... C'est comme si le salut allait venir de la vérité, mais ce n'est pas vrai, en fait. Je ne vais pas rentrer dans le débat, c'est un salut ou pas, mais si salut il y a, si changement, si vous voulez, c'est peut-être mieux adapté, il vient surtout de la capacité à améliorer, à construire en mieux. Typiquement, si on reste sur cette notion très d'architecture et de bâtiment, peut-être même d'urbanisme, se dire, est-ce que c'est le moment d'introduire les plans de sécurité incendie, puisque construire en mieux, c'est dépasser les risques qu'on avait déjà prévus. Donc, pensez qu'il y a un petit espoir. Excusez-moi. Donc, qu'on est en train de bouger et qu'il faut bouger. En fait, je pense que si on est un peu plus qu'un mois après l'explosion, vous voyez, même moi, je ne sais pas comment la définir, je ne sais pas comment la qualifier. Il y a des initiatives qui méritent d'être posées. Celle de la société civile, celle de certaines organisations syndicales, etc. Et en fait, elle démontre effectivement qu'il y a moyen de bouger. En revanche, à elles seules, elles ne sont pas suffisantes. À elles seules, si on revient à la question sur le rôle des services publics, sans services publics,
ça va revenir à des initiatives sans objectif de convergence. Et aujourd'hui, je pense que ce qu'il faut, c'est arriver à être convergent vers des objectifs atteignables, mais convergents. Ce qui est encore pas forcément tout à fait le cas. Mais en tout cas, toute responsabilité confondue, ce que vous venez de dire, ce qu'on est sûr, c'est que ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il est possible de faire des choses. Ce que je regrette en revanche, c'est que c'est plutôt des choses dans le mode de survie. Et on n'est pas encore dans une approche de reconstruction. Bon, après, vous me direz, c'est très libanais, effectivement, d'être dans ce mode de survie. Mais je ne sais pas si... Il y a un mythe qu'on évoque énormément, qui est celui du phénix, qui renaît de ses cendres, etc. Mais il y a un autre mythe, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est le mythe de Sisyphe. Vous connaissez le mythe de Sisyphe? Ça dit quelque chose? Non. Non. Alors, Sisyphe, pour des raisons que j'ai oubliées, a été condamné à porter une pierre sur son dos et à gravir une montagne dont j'ignore le nom, que j'ai connu un jour. Et en fait, tout le drame de Sisyphe, c'est que une fois arrivé au sommet, le rocher qu'il porte dégringole. Et en fait, c'est rebelote, c'est reparti pour porter ce lourd fardeau et regravir la montagne, etc. Ça, c'est le retour à la normale. Le retour à la normale, c'est accepter que la pierre retombe et hop, c'est reparti. Et aujourd'hui, pour moi, le risque, c'est ça. C'est d'être toujours dans ce mode de survie, on est content de revenir au business as usual, on est capable, je ne sais pas moi, de repayer de nouveau ses factures ou pas d'ailleurs, et que derrière, finalement, c'est l'urgence qui fait que, parce qu'il y a cette urgence de survie, on ne prend pas le temps de prendre un peu de hauteur et de réfléchir à comment construire en mieux, c'est-à-dire comment faire en sorte que, je ne sais pas, peut-être que le rocher, quand il s'effondre, s'arrête avant la fin, et qu'il voyez, ou que, je ne sais pas, faire un chemin faire un chemin qui serpente, ou en tout cas faire en sorte d'éviter de revenir une fois de plus à ce qui a causé la crise. Il y a des commentaires sur le chat. Je ne sais pas, Lina, si... Oui, il y a des commentaires sur le chat avant de clôturer. Donc, il y a Samir donc, qui dit que vous pensez que Beyrouth a été reconstruit après la guerre dans les années 90. Je vais lire tout le chat, Nathalie, après. Ah oui. Alors, Et Graziella qui dit c'est ce qui me fait le plus peur, rester dans le physique, le paraître. Dans notre cas, elle travaille à la CRDP. J'ai peur que les écoles se fassent réparer très superficiellement. Le pire est que c'est l'UNESCO qui prend ceci en charge. Moi, je parlerai plutôt d'approche avant de parler de méthodologie. Le peuple, les citoyens. Il y a Lamia Psat qui dit aujourd'hui, le Liban, le mot des acteurs de la solidarité internationale est unifié. On refuse de composer avec qui que ce soit de l'État, le confondant ainsi 100% avec le système politique. Mais quelle alternative, quelle légitimité sur le long terme? Toutes les institutions ne sont pas inefficaces. Pourquoi fermer la porte aux alliances intelligentes porteuses d'avenir? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire des ONG, des super-pouvoirs, des para-États? Est-ce raisonnable, au nom de l'anticorruption, to state capture, de contribuer à cet effondrement? Quid de l'ODD 16? Ça veut dire de la justice, enfin on va peut-être sans doute en parler, de la notion de justice transitionnelle, si je ne me trompe pas. Lamia?
Lamia est avec nous. Elle va nous répondre. Oui, bonjour tout le monde. Désolée. Oui, Je suis. Bonjour Nathalie. Salim, Bonjour tout le monde. Lamia, on sait que tu es un peu fatiguée Je aujourd'hui. suis un peu fatiguée. Oui. Malgré ça, Mais tu es en avec fait, nous. Merci beaucoup. c'est toujours très agréable et thought-provoking d'écouter Nathalie. Merci, Lamia. Et donc, oui, moi, je porte un souci particulier sur l'approche de reconstruction du Build Beirut Better. Je pense qu'on est quelque part dans la capacité de porter un dialogue un peu fructif parce que tout le monde ne veut rien entendre de l'État. Et il y a suite au choc, une vraie agressivité vis-à-vis du concept de l'État, une agressivité bien sûr qui vient peut-être de la peur, qui vient de la colère, qui prend ses routes aussi d'années de déception. Mais c'est que dans ce moment-là qu'on est porté vers les extrêmes et qu'on oublie aussi que cet État continue d'exister avec beaucoup de difficultés dans une situation de conflit récurrente où l'intensité continue tout le temps de par les années à augmenter au fait. Donc on est un pays qui vit des situations beaucoup similaires aux pays alentours. Et les institutions de l'État souffrent. Mais maintenant, quand on va réfléchir sur l'avenir, moi, ce qui m'inquiète, c'est que dans la réflexion d'avenir, c'est là où il n'y a pas un vrai dialogue sur le choix de la soutenabilité de la gouvernance. La gouvernance n'est pas mise au centre de l'effort de reconstruction et de la restauration de l'économie et de la vie des gens, de leur dignité. Ça m'inquiète un peu, je ne le vois pas encore. Peut-être j'ai tort, mais j'aimerais écouter Nathalie et j'aimerais aussi peut-être savoir comment on pourrait initier un dialogue sur cette question-là auprès de bailleurs de fonds aujourd'hui trop influencés par le discours ONG, à mon avis. Peut-être aussi j'ai tort, mais j'aimerais aussi des éclaircissements sur cela. Voilà, et merci encore. Merci, Lamia. Merci, Lamia. Alors, je pense qu'on est d'accord sur le constat. En revanche, sur les voies de sortie, ça me semble un peu compliqué. Ça veut dire que c'est effectivement aujourd'hui, je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table virtuelle que la question de l'État, cet État comme service public, hein, comme dans ses fonctions régaliennes, se pose et en même temps que comment dire, une approche uniquement par ONG ne permet pas d'arriver à ce qu'on a appelé un peu plus tôt un point de convergence, c'est-à-dire un point où même s'il est à très long terme, on sait que tout le monde souhaite la même chose. La question de l'alternative, bon, pour moi, elle est comme ça, dite comme ça, elle semble simple. Dans la réalité, je sais qu'elle est beaucoup plus complexe. Pour moi, ça passe plutôt par l'identification, si vous voulez, des compétences, qu'elles soient au niveau du service public ou d'organisations professionnelles, qui sont une forme d'intermédiaire finalement entre l'État avec qui des organisations internationales refusent effectivement aujourd'hui de dialoguer et des initiatives qui arrivent à tout bout de champ. Après, il ne faut pas oublier que certaines organisations non gouvernementales, je sors peut-être un peu du sujet,
aujourd'hui ont été normalisés dans leur rôle qui est celui de pallier à parfois une défaillance de l'État. Je pense notamment à la Croix-Rouge qui, pendant la guerre, avait certes son sens d'exister de par le symbole d'impartialité, de neutralité, etc., mais qui aujourd'hui remplace ce qui devrait s'appeler un service de SAMU ou de prise en charge d'urgence. Et donc je dis ça, c'est pas pour ajouter de la complexité à la complexité, mais pour se dire que la question, elle est peut-être un peu dans la nuance, dans la définition des rôles et responsabilités. Et je pense à cette notion à laquelle on va revenir, qui est celle du local ownership, c'est-à-dire de se dire comment on va traduire ça en français? À qui revient cette charge? À qui revient le fait de pouvoir s'approprier et potentiellement mettre en œuvre à plus long terme ce que certaines organisations non gouvernementales, surtout internationales, sont en train de proposer? Peut-être, ça ne répond pas, hein, j'en suis consciente à ta question, Lamia, mais je pense que c'est peut-être pas de réponse aujourd'hui dont on a besoin, mais des bonnes questions, ce qui vont permettre, une fois de plus, de définir une forme de réflexion, une forme de méthode, d'approche. Et cette question est comment transformer les initiatives à très court terme ou à court terme. Je reprends cette notion de construction, par exemple, des écoles, en un projet d'avenir, en un projet à moyen et long terme. Et c'est en ça que les compétences nationales sont plus que nécessaires pour construire ça et éviter d'être dans... En fait, un État, ces services, ils sont sur du très long terme. Il y a des plans parfois à 20 ans, des plans d'urbanisme, on va être sur du 50 ans, etc. Et on a des mandats politiques qui sont plus courts. Ça dépend après, les élections ne se tiennent pas toujours, etc. Mais théoriquement, on reste sur des mandats courts. Et d'autre part, on a des actions d'ONG dont les budgets sont revus au maximum tous les 3 ans en fonction de l'urgence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'urgence c'est Beyrouth, dans 1 an, enfin moins, dans 6 mois, rien ne garantit qu'on soit encore dans le scope. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'approche qui avait été mise en œuvre suite au séisme à Haïti, urgence les 6 premiers mois et après tomber dans l'oubli. Donc voilà, c'est pour ça que je pose la question un peu différemment, qui n'est pas celle de se dire comment forcément coopérer aujourd'hui, mais comment réfléchir plutôt à moyen terme. Et pour ça, par contre, c'est là où j'ai peut-être en fâché plus d'un, il faut donner des signes, forts qu'il y a une volonté, qu'il y a une responsabilité et qu'il y a surtout un souhait de redevabilité. C'est-à-dire que la personne ou le groupe qui est en charge du projet est aussi en charge du résultat du projet. Je ne sais pas si ça commence à répondre à ta question, si ça porte de l'eau à ton moulin, au moins. Lamia, tu es encore avec nous? Oui, merci Nathalie. Effectivement, je pense que tu as raison complètement. Il faut vraiment apporter les vraies questions. Et c'est fatidiquement le problème, c'est qu'on ne se pose pas les questions. On est dans l'action, on est dans l'urgence. Tu as donné un très très bon exemple sur la Croix-Rouge. Je pense que quelque part, le SAMU, et je connais un peu le dossier, il y a cette bipolarité, cette un peu compétition, parfois très productive, parfois moins productive. Mais il y a eu à un moment donné une faute grave faite dans les années 90 où tous les
d'investissement dans la reconstruction de l'État n'avaient pas la gouvernance dans leur cœur. Et ça a produit des administrations parallèles. La gouvernance n'était pas vraiment dans le cœur de la vision. Et là, moi, j'ai peur. Et peut-être ce qu'il faut faire, comme tu as dit, c'est poser les bonnes questions pour qu'on n'ait pas une répétition et qu'on ne contribue sans le vouloir à un effondrement total, disons, de l'appareil de l'État. Cet appareil qui est le seul garantie sur le long terme de notre diversité, de notre vie plurielle. Voilà. Merci en tout cas. Il y a Donia qui voulait intervenir. C'est vrai. Moi, je travaille dans le ministère des Travaux publics. Vous entendez bien? Oui, très bien. Je travaille dans le ministère des Travaux publics et de Transport. On est en train de faire des surveilles sur les bâtiments. Notre rôle, c'est de surveiller sur les bâtiments publics. On fait notre devoir comme ministère. Mais une autre chose, on a fait un requirement pour le ministère. On doit bâtir, en prendre en considération le décret sur la sécurité publique. Pour le vent et neige et pour le fire safety. On doit bâtir d'une manière, on est dans une zone sismique, le Liban. Parce qu'on est dans une zone sismique, on doit bâtir d'une manière wise, avec une sagesse, et de bâtir d'une manière juste. Si un jour on a un séisme, on ne doit pas avoir la même catastrophe, des gens qui meurent, des gens qui... C'est pour cela qu'on doit bâtir d'une manière, comment on dit, très efficace. C'est une des choses que je vois. Et d'autres choses, pour nous, on fait notre devoir. Pour nous, comme ministère, on fait notre devoir. Avec d'autres ministères, avec beaucoup de ministères. Mais on est en train de faire notre devoir. À propos par exemple, des bâtiments qui ne sont pas publics et personnels, c'est la municipalité de Beyrouth, elle est en charge. Et encore, on doit avoir la gestion des catastrophes, des crises qui existe, mais qui n'est pas efficace, à mon avis. Vous entendez bien? Oui. Okay. Non, mais en fait, ce que tu décris là, c'est effectivement le principe même de reconstruire en mieux, qui est celui de se dire on ne va pas refaire exactement le même bâtiment, mais on va en profiter pour mettre dedans les mesures de sécurité nécessaires pour l'évacuation, fire safety, je sais pas moi, des zones de confinement, voilà, tout ce qui fait que en fait le bâtiment est moins exposé aux aléas, aux risques existants. Après, si on veut aller plus loin, c'est aussi se dire, on est dans un pays relativement chaud, avec un taux d'ensoleillement assez large. Pensée green. Comment ? Pensée green. Exactement, et se dire qu'en fait, reconstruire, c'est aussi prendre en compte des éléments qui ne sont pas forcément liés à la sécurité, mais peut-être aussi à la responsabilité environnementale et sociétale en termes d'accès aux personnes handicapées, aux personnes à mobilité réduite, aux bâtiments de plus en plus autonomes ou qui consomment moins d'énergie. Et effectivement, tout ça, si on l'applique aux bâtiments, je ne dirais pas que c'est relativement facile, mais c'est relativement processé. C'est-à-dire qu'on sait quelles sont les questions qui se posent. C'est quand on les pose sur un système plus complexe, qui est un système sociétal ou un système politique, ou organisationnel, que les choses deviennent plus complexes. Mais c'est aussi pour ça que je disais au démarrage que ces principes sont en train d'être inventés. C'est ça qui est bien. La deuxième partie de ton intervention, et je te remercie pour ça, c'est celle de la réponse. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on réduit le risque que forcément il ne surviendra pas.
c'est aussi se dire comment est-ce qu'on peut être sûr que si le risque venait à se produire sous forme de catastrophe, d'événement, voilà, comment est-ce qu'on peut être prêt à le gérer? Comment est-ce qu'on peut être prêt à alerter? Je reviens à moi, je suis désolée, c'est mon métier, mais moi, une partie de ma sidération venait du fait que les silos à grains, par définition, ce qu'on appelle une ATEX, c'est-à-dire une atmosphère explosive, c'est-à-dire que même tout le monde sait qu'un silo peut exploser. Et donc, où était la sirène d'alarme? Donc, reconstruire en mieux, la notion de réponse, c'est aussi pourquoi je sais pas, je dis n'importe quoi, pourquoi on n'a pas de plan qui permette de dire qu'on peut arrêter assez rapidement l'autoroute qui longe le port, voilà, c'est des choses on n'a pas le temps de réfléchir le moment venu. Alors forcément, ça c'est la guerre qui fait ça, je suis désolée de le dire, cet instinct de survie, il est là. Ce qui est sûr, c'est que quand quelqu'un est blessé, on n'a pas le temps de prendre un manuel d'urgence et de se dire, tiens, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc tout ça, ça se prépare en amont. Je sais qu'il y a des initiatives, qu'il y a une organisation qui se met en place. Après, là aussi, je reviens à une question qui est un peu embêtante, qui est celle des référentiels appliqués. Est-ce qu'un référentiel apporté par n'importe quel expert est vraiment applicable au Liban? Ça, c'est la grande question. Est-ce qu'on est en train de prendre dans ce plan de réponse des choses qui sont liées à notre façon de faire, je ne sais pas moi, au principe de curiosité? La curiosité, est-ce qu'on l'a pris en compte dans les principes d'alerte et d'évacuation, par exemple? Voilà. Ah, ok. Merci. Merci à toi. Merci. On a une intervention de Jacques Tabet qui dit « La reconstruction des écoles sera pilotée par l'UNESCO. J'ai contacté la direction générale pour insister sur la nécessité que cette reconstruction prenne en compte la sécurité incendie, l'accessibilité des personnes handicapées ainsi que les normes environnementales. Le cabinet de la direction générale m'a assuré que cela sera clairement prévu dans les cahiers des charges de la reconstruction. » Donc merci Jade, et je profite de votre présence pour vous demander quelles seraient, donc d'après vous, quelles sont les bonnes questions pour mieux reconstruire notre pays. Si vous voulez faire une intervention, ça c'est sûr. Donc, je vous laisse le choix de nous répondre ou pas. Monsieur Tabet, Jade. Oui. Oui. Bonjour et merci pour votre présence et pour l'intérêt que vous avez accordé et pour l'intervention. Donc, avec Nathalie, et donc depuis le début, on s'était dit qu'on est là pour poser les bonnes questions. Donc, on vous pose la question, quelles seraient les bonnes questions à poser pour assurer une bonne reconstruction? Écoutez, je pense qu'il faut vraiment prendre en compte le temps, les échelles du temps. Aujourd'hui, on est dans une échelle d'émergence. Okay. Aujourd'hui, il faut absolument que les gens rentrent chez eux. Pour moi, c'est la première priorité. Il faut que les habitants rentrent chez eux. Il ne faut pas ergoter, parler, oui, je veux bien, les normes environnementales, etc. Pour l'instant, il faut que les gens rentrent chez eux. C'est la chose la plus importante. Bon. Après, il y a un deuxième temps. Le temps des bâtiments publics, les écoles. Là, effectivement, on peut faire une première approche où au niveau des écoles, on assure une rentrée scolaire rapide et en même temps, on fait un plan pour reconstruire avec les normes environnementales, les normes handicapées, les normes incendie, etc. Et ça, je pense que, alors, comme je l'ai écrit, l'UNESCO s'en occupe. C'est clairement dans le cadre de l'UNESCO. Ils ont très bien compris, la direction générale
fédéral est très sensible à ça. Et ça devrait s'appliquer en fait pour tous les bâtiments publics. Bon. Maintenant, on me parle de séisme. Bon, il faut être clair. Nous, on est des ingénieurs et on connaît les choses, je veux dire, scientifiques. Quand on a un bâtiment existant qui a été construit il y a dans les années 50, dans les années 60, dans les années 70, avant que les normes sismiques ne soient imposées au Liban, okay? Dire qu'on va rendre ce bâtiment entièrement conforme aux normes sismiques actuelles, c'est s'imaginer des choses qui ne sont pas possibles. Ça coûte beaucoup trop cher. Il faut vraiment faire des travaux énormes. Par contre, s'approcher des normes sismiques, améliorer la situation, oui, ceci est possible. Moi, j'ai travaillé longtemps en France. Pour les bâtiments, pour la sécurité incendie, c'est la même chose. Hein. Moi, j'ai travaillé longtemps en France. En France, quand on réhabilite des bâtiments existants, la règle impose non pas de respecter à 100% les normes sécurité incendie, les normes, etc., mais de s'en approcher le plus possible. Parce que parfois, c'est impossible, sinon il faut tout démolir et recommencer. Okay. Donc, il faut avoir cette approche graduelle aussi. Il faut avoir cette approche graduelle et au niveau de l'environnement et au niveau de la sécurité incendie. Bon, la sécurité incendie et les handicapés, c'est plus facile parce qu'on peut faire des interventions qui permettent de rendre le bâtiment entièrement accessible ou la plus grande partie du bâtiment entièrement accessible. On peut, au niveau de la sécurité incendie, trouver des compensations, ça s'appelle comme ça, trouver des compensations quand on n'arrive pas complètement à, etc. Pour l'environnement, c'est aussi possible. On peut faire des procédures qui permettent de devenir de plus en plus environmentally friendly. Yeah. Mais par contre, pour la sécurité incendie, c'est plus difficile. Il faut être, pour le séisme, c'est beaucoup plus difficile. Excusez-moi, il faut être clair, il faut le comprendre. C'est beaucoup plus difficile, ça signifie qu'il faut intervenir parfois au niveau des fondations, au niveau de toute la structure du bâtiment. C'est quelque chose qui est souvent compliqué. Bon. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, donc pour moi, il y a deux temps. Il y a le temps de l'urgence, il y a le temps plus long. Le temps de l'urgence est pour moi aujourd'hui très important. Parce qu'il faut que les gens reviennent chez eux. Il faut que les gens reviennent chez eux. Et ce n'est pas grave. Revenir aux habitudes, c'est très bien. Après un cataclysme comme ce qui est arrivé, que les gens reprennent leurs habitudes, c'est une chose très bien. Je veux dire, moi, je ne suis pas d'accord avec Madame Maroun. Il faut que les gens reprennent leurs habitudes. Revenir à la normalité est quelque chose de très important après un cataclysme comme celui qu'on a vécu. Par contre, ça n'empêche pas de réfléchir plus loin. De réfléchir plus loin et de lancer des idées. Pour moi, je veux dire, il faut être clair. Je ne crois pas qu'on va arriver comme ça à transformer ce quartier ou cette ville immédiatement en quelque chose de... Bon, okay. Nous connaissons le Liban, nous connaissons Beyrouth, nous connaissons les choses. Je pense qu'il faut lancer beaucoup d'idées. Et là, les architectes, les urbanistes ont beaucoup d'idées. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, il y a plusieurs universités, il y a plusieurs groupes d'architectes et d'urbanistes qui commencent à lancer des idées de réflexion. Je voudrais essayer de créer à l'ordre une plateforme où tous ces gens-là puissent dialoguer entre eux avec des rencontres d'étapes. Peut-être que la première rencontre d'étape pourrait se faire début novembre, une fois que le travail aurait commencé, puis après en janvier, une sorte de workshop pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les idées qu'on peut développer. Ces quartiers sont extrêmement riches. Il y a énormément de problématiques. Il y a les problématiques de la liaison de la ville avec le port. Qu'est-ce qu'on fait de ce port? Au-delà de toutes les, disons, des démarches des grands groupes internationaux,
CGA, CGM, port de Rotterdam, etc. Avant ça, il faut dire qu'est-ce que nous voulons faire de ce port. Parce que vous savez bien que le port aujourd'hui fonctionne. Le fonctionnement principal du port se trouve au nord de la zone qui a été touchée. C'est le 4e bassin, là où il y a tous les... c'est là que le port réel existe. La zone qui a été touchée, c'était tout simplement une zone d'entrepôt. Est-ce qu'on veut en refaire une zone d'entrepôt? Je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Il faut réfléchir vraiment à qu'est-ce qu'on veut faire de cette zone. Est-ce qu'il ne faut pas, au lieu de créer un port complètement fermé à la ville, est-ce qu'il ne faut pas créer une porosité entre la ville et le port, comme ce qui a été fait à Marseille, comme ce qui a été fait à Gênes, comme ce qui a été fait dans plusieurs ports européens, au moins c'est ceux-là que je connais. Donc, il faut que déjà on réfléchisse à ça. Il y a des opportunités d'espace urbain, d'espace public dans cette zone qui sont exceptionnelles. Je prends le viaduc Charles Hello. Toute la zone en dessous du viaduc qui était prévue pour être une sorte de base de parking, etc., ne fonctionne pas. Bon, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de ce sol qui est en dessous du viaduc et qui est en relation avec le quartier de l'autre côté? Qu'est-ce qu'on en fait? Il y a une opportunité de créer là-dedans des activités exceptionnelles, de faire vraiment une liaison qui permettrait de relier tout ça à la ville, et au lieu d'avoir un viaduc qui coupe la ville et qui tourne le dos à la ville. Il y a cette ancienne avenue Fouad Boutros, qui avait été dessinée dans les années 60, qui devait relier l'école de la sagesse au port. Hein. Les terrains ont été expropriés pour faire une avenue. Toutes les études maintenant montrent que cette avenue ne sert à rien, qu'elle n'améliore pas le trafic, qu'elle risque même de rendre le trafic à Ashrafieh plus compliqué et plus difficile. Et l'étude d'impact qui a été faite a montré qu'elle ne sert totalement à rien. Bon, les terrains sont expropriés. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que ce n'est pas un lieu de faire de là une sorte de grand parc public qui descend des collines d'Ashrafieh jusqu'au port, qui relie tout cet espace et qui crée là un espace qui est réellement intéressant. Il y a là-dedans de vieilles maisons qui ont été expropriées, qu'on peut transformer en truc d'art ou truc culturel. Ou je sais. Bon, tout ça est possible et ça ne coûte pas très cher. Vous savez, faire un parc, ce n'est pas très cher. Il ne faut pas construire, c'est vraiment du travail de paysage et ça peut se faire. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a toute l'opportunité de qu'est-ce qu'on fait de la quarantaine et de Maslah. Il y a là des opportunités urbaines exceptionnelles. On peut réellement travailler. Bon, tout ça c'est des idées qu'il faut lancer. Je sais qu'on ne pourra pas tout réaliser. Je sais qu'on ne pourra pas tout faire, mais ce sont des idées qu'on lance. Et c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup insisté avec d'autres personnes pour que le Conseil supérieur de l'urbanisme mette l'ensemble de cette zone sous étude. Et ça a été fait il y a 10 jours, il y a 2 semaines, pardon, il y a 2 semaines. Nous attendons maintenant que la municipalité accepte aussi, parce qu'il faut aussi l'acceptation de la et qu'il y ait un décret qui soit publié. Je sais qu'il y a de fortes pressions de propriétaires fonciers, de marchands de biens, de Samasra, disons les choses comme elles sont, qui font pression pour que la municipalité de Beyrouth ne mette pas la zone sous étude. Qu'est-ce que ça veut dire mettre la zone sous étude? Ça veut dire tout d'abord geler tout ce qui est remembrement de parcelles. Parce que vous savez, aujourd'hui, si on veut changer le caractère de la zone, et moi, ce n'est pas seulement pour moi du patrimoine bâti, c'est pour moi un patrimoine social. Cette zone est un creuset social qui est extrêmement intéressant, où il y a une mixité sociale qui s'est forgée pendant des années, qui a été redynamisée dans les quelques années, dans les 10 ou 15 années passées. Donc, ça, il faut le garder, ça, il faut le préserver. Donc, cet endroit-là, pour le préserver, je dis, il ne s'agit pas seulement de garder le bâti ancien, il s'agit de garder le caractère social du quartier. Et pour ça, il faut empêcher
qu'il y ait des remembrements de parcelles, parce que le premier truc pour changer le quartier, c'est on achète plusieurs parcelles, on les rejoint ensemble et on monte une tour. Voilà comment on fait. Donc, mettre sous étude, ça veut dire bloquer les remembrements pendant un an. Ça veut dire aussi que tout permis de construire nouveau doit d'abord passer au Conseil supérieur de l'urbanisme pour voir s'il correspond au caractère du quartier, etc. Ça a permis de préserver une partie de Champs-Élysées, par exemple. Et ça veut dire aussi lancer une étude, parce que mettre sous étude, ça veut dire lancer une étude, pour faire réellement un travail sur la réglementation urbaine du quartier, sur le zoning, etc. Aujourd'hui, un des problèmes essentiels, non pas de ce quartier, mais de toute la ville de Beyrouth, c'est que les règles d'urbanisme ont été définies dans les années 50. On a commencé à dire, ben voilà, les coefficients d'exploitation, le centre-ville, c'est le coefficient le plus important, 5, et puis après la zone autour, c'est 4, après 3, etc. Bon, dans tous les pays du monde, on fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des coefficients, un coefficient d'exploitation, ça veut dire la capacité de construire. Capacité de construire, ça veut dire la densité, une densité de population. Dans tous les pays du monde, on ne fait pas au cœur de la ville et dans les quartiers autour une densité importante. Pour une raison très simple, parce qu'on ne peut pas construire des tours sur des rues et des impasses qui datent de l'époque médiévale, excusez-moi. On construit des tours comme la Défense, dans des quartiers où on peut faire de grandes avenues, on peut faire un tracé urbain correct, on peut faire un urbanisme aéré, etc. Par contre, dans les quartiers anciens, on préserve le tissu actuel et on garde une densité basse. Voilà comment on travaille. À Beyrouth, on a fait complètement l'inverse. Dedans, c'est le plus dense, dehors, c'est le moins dense. Je prends un exemple. Si on prend Bir Hassan, qui aurait pu être un endroit où réellement on aurait pu faire, à cause des terrains larges, à cause de la capacité de faire de grandes avenues, etc. Là, on aurait pu faire un quartier de tours. Et à l'intérieur du centre-ville, il aurait fallu garder les choses telles qu'elles sont, et dans les quartiers péricentraux aussi. Malheureusement, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Regardez Ashrafi aujourd'hui, vous avez des tours partout, vous avez des tours sur des impasses. Et aujourd'hui, quand on parle de sécurité incendie, aujourd'hui, un incendie dans une tour d'Ashrafi, on ne peut pas le défendre. Les camions des pompiers ne peuvent pas y arriver, ils ne peuvent pas accéder. Ça sera une véritable catastrophe. Voilà, rapidement. Merci. Merci beaucoup, M. Tabet. Avant de finir sur cette partie, je voudrais juste lire un message de Graziella Basile qui remercie M. Tabet pour son message par rapport aux écoles et qui dit « J'aurais juste aimé que les équipes pédagogiques ainsi que les élèves prennent leur part dans cette reconstruction et je pense à des projets de développement pilotés par la direction des écoles. » Non, j'entends plus. Je dois dire quelque chose ou non? Parce que je l'ai dit tout à l'heure en réponse à Monsieur Tabet. Pardon, c'est Graziella, parce que moi, je me C'est une très bonne idée et c'est vrai que je ne sais pas aujourd'hui qui va au Liban être le relais de l'UNESCO pour la reconstruction des écoles, mais certainement, moi je vais à Paris justement pour rencontrer la DG de l'UNESCO et travailler avec le bureau là-bas sur la question de la reconstruction. Je vais certainement en parler et dire qu'il faut qu'il y ait une participation effectivement des écoles et des directeurs. Merci. Merci énormément. Merci beaucoup. Donc là, je pense qu'on est arrivé un peu vers la fin. En conclusion, Nathalie, je reviens vers toi. Si tu peux juste nous faire un petit récap des idées clés de ce webinaire et aussi de nous transmettre un peu tes messages clés que tu peux adresser aux citoyens libanais, aux administrateurs, aux ONG, aux hommes et femmes au sein du pouvoir politique, aux médias, aux Libanais, Libanaises qui vivent à l'étranger. Donc, quel serait ton message?
Alors, c'est difficile de conclure. Par contre, je pense que déjà, je vais prendre le temps de remercier M. Tabet parce qu'effectivement, chacun son métier, vous me direz, vous réussissez à nous dire sur la partie d'urbanisme, d'architecture, etc. Le fait que reconstruire en mieux ne peut pas se limiter à une approche technique et qu'il y a à la fois une gouvernance à réfléchir, une vision d'avenir et c'est pas se contenter d'appliquer des normes qui n'étaient pas appliquées auparavant. Et pour ça, merci beaucoup pour la clarté avec laquelle tout ça a été exprimé. Après, bon, la notion de retour à la normale, on peut débattre, c'est un peu plus large. Je pense qu'aujourd'hui, tout à l'heure, tu me demandais si, sur la notion d'espoir, etc., est-ce qu'on peut garder de l'espoir? Alors, je ne sais pas si c'est le bon terme, je ne sais pas si c'est la bonne approche, mais je pense qu'aujourd'hui, ce dont on a certainement besoin, c'est d'arriver effectivement à créer de la convergence entre les compétences, les initiatives, pour faire en sorte que de ne pas, je ne sais pas, ce que je dis peut-être en conclusion n'engage que moi, de ne pas louper cette forme d'opportunité qu'il y a dans toute crise, qui comporte une forme de prise de conscience, une forme de volonté d'aller de l'avant et de changer, et de ne pas la louper en se contentant en se contentant déjà, en se disant que si on revient à ce qui était l'avant, certainement sur un très court terme, ça on est d'accord, mais de ne pas laisser le très court terme s'enliser, de ne pas se contenter de ce très court terme. Pour moi, tout ça doit passer par, je l'évoquais tout à l'heure, par une forme de construction d'un récit commun, qui est un récit individuel, parce que chacun d'entre nous a vécu cet événement et en est marqué, mais aussi d'un récit collectif, c'est-à-dire se dire, qu'est-ce que ça change dans l'histoire de cette ville? Est-ce qu'on peut se mettre d'accord, ne serait-ce que sur ce récit commun, et également, potentiellement, idéalement, sur une vision d'avenir, sinon commune, au moins convergente, entre ce qui est souhaité et ce qui est possible. C'est voilà, de faire en sorte que le souhaité et le possible essaient de converger. Merci. Donc, merci Nathalie pour ta présence, ta volonté de contribuer, et même à partir de la France, on le sait. Je remercie encore une fois Léna, et je vous remercie, auditeurs, auditrices, pour votre présence. Et je vous demande, s'il vous plaît, de nous donner un feedback sur ce webinaire en remplissant un lien d'évaluation qu'on va partager avec vous dans l'après-midi. Donc, merci tout le monde et à la prochaine. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Nathalie. Merci, au revoir. Au revoir.